Au sommaire de ce journal, la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe a condamné à 20 ans de travaux forcés Michel Njamba, inspecteur général de l'enseignement, et Delan Kampaï, directeur de service de contrôle de la paie des enseignants dans l'affaire EPST. Ils ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics. Et la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a adopté dans l'ancienne configuration des groupes parlementaires l'avant-projet du calendrier de la session de mars. Le calendrier adopté sera soumis à l'adoption de la plénière. Et puis, réformes électorales, critiques sur la congolité proposée par Noël Tchani, réformulation des groupes parlementaires pré-calendrier de la session parlementaire de mars. On en parle avec Délice Essanga, député national élu de Luisa au Kasaï central et membre du G13. Il est notre invité du journal. Et en culture, une année déjà depuis le décès de Manu Dibango, le célèbre saxophoniste camerounais. Il a été la première célébrité mondiale victime du Covid-19. Des hommages mondiaux peinent à lui être rendus. Un an après sa mort, sa famille n'a pas encore eu l'occasion de lui rendre également des hommages publics. Bienvenue à vous tous et merci de nous suivre sur Télé 50 à la une de l'actualité. Le verdict dans l'affaire EPST vient de tomber. Michel Njamba, inspecteur général de l'EPST, est reconnu coupable de détournement de deniers publics, soit plus de 10 millions de dollars. La Cour d'appel de Kinshasa à Gombe le condamne à 20 ans de travaux forcés avec obligation de restituer les sommes détournées. 20 ans de travaux forcés également pour Delan Kampaï, le directeur du CECOPE, pour détournement de plus de 6 millions de dollars de frais de fonctionnement de son service. Les prévenus sont en outre condamnés aux peines subsidiaires d'interdiction pour 5 ans après l'expiration de la peine, du droit de vote et d'éligibilité, de la privation du droit à la libération conditionnelle et de l'interdiction d'accès aux fonctions publiques. C'est ce qui manquait peut-être jusque-là avant la convocation de séance plénière à l'Assemblée nationale, la proposition de calendrier pour la session de mars. La conférence des présidents a pu se réunir sous l'ancienne configuration des groupes parlementaires. Pour ce faire, l'avant-projet du calendrier sera soumis à la plénière générale pour adoption. La conférence des présidents a adopté les calendriers des activités de la session de mars 2021. Ces discussions ont réuni les présidents des groupes parlementaires et présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. À en croire Joseph Lembi Lubila, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le calendrier adopté sera soumis aux délibérations de la plénière. Sachant que la tenue de cette conférence entre dans les cadres normaux de la tradition parlementaire qui veut qu'au début de chaque session, la conférence des présidents se tienne. Et cette conférence, c'est essentiellement basée sur le calendrier de la session ordinaire de mars. Et quand on parle du calendrier, il s'agit des matières pouvant faire l'objet de nos débats et délibérations au cours de cette session. Mais dans quelle configuration s'est tenue cette conférence? À cette question, les rapporteurs de l'Assemblée nationale précisent. Nous nous sommes réunis avec l'ancienne configuration. Il s'agit des présidents des groupes parlementaires et des présidents des commissions. Mais cette question des groupes parlementaires, elle est complexe. Pourquoi? Vous allez constater que dans des groupes parlementaires, beaucoup de membres ne partagent pas les mêmes opinions dans un même groupe parlementaire. Et dans ces groupes parlementaires, beaucoup de membres ont migré, ont quitté leur groupe parlementaire pour migrer à l'union sacrée. Là, c'est aussi un problème. Il a fallu recourir à la sagesse du président de l'Assemblée nationale et la bonne foi du bureau pour que les parties prenantes décident que les échanges se poursuivent parce que le règlement intérieur reconnaît à un membre du bureau les attributions de faire l'état des lieux des groupes parlementaires et de les identifier en termes d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. C'est donc à cet exercice que s'est livré le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce membre du bureau a procédé à cet état des lieux à la conférence des présidents et il a présenté des groupes parlementaires appartenant à l'opposition ou à la majorité. Avec cette adoption de l'avant-projet, la session de mars s'annonce très laborieuse et les réformes envisagées doivent être traitées le plus rapidement possible.
Dans l'actualité également, l'organisation, le fonctionnement, les objectifs du Forum des parlementaires de la CIRGL, l'agenda de ces activités ont été au centre de l'audience que le président du Sénat a accordée ce jeudi au secrétaire général de cette organisation qui réunit les élus des pays de la région de Grand Lac. Il s'agit de la première rencontre entre le président du Sénat congolais et le secrétaire général du Forum des parlementaires de la CIRGL. Une occasion pour l'hôte de marque de Modeste Batulukwebo de lui annoncer la tenue prochaine de l'assemblée plénière de cette organisation. Ce sera le 4 avril 2021 et la réunion du comité exécutif le 9 du même mois. Juste après, c'est le collectif des professeurs de la République démocratique du Congo qui a aussi eu des entretiens avec le président du Sénat. Ils ont fait des propositions à Modeste Batulukwebo pour aider les institutions du pays à améliorer la gouvernance. Ils ont en outre émis le vœu de voir leur ministère des tutelles être dirigé par un professeur d'université. Modeste Batulukwebo a demandé à ses interlocuteurs de transmettre au Sénat et à l'Assemblée nationale les propositions qui vont les aider à légiférer. Le directeur de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a été aussi chez le président du Sénat. Le Congolais Jean Bakolé a échangé avec Modeste Batulukwebo sur les expériences qui ont permis aux autres pays de booster leurs économies. Je suis ici à Kinshasa, chez nous, à l'invitation des autorités de notre pays, pour discuter des stratégies à mettre en place pour booster notre industrialisation en vue d'appuyer la diversification économique de notre pays dans l'élan de la vision actuelle du président de la République. Et pour boucler cette journée très chargée, le speaker de la Chambre haute du Parlement a reçu l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Leurs échanges ont tourné autour des questions politiques de l'heure et surtout les réformes institutionnelles. Les questions liées à la coopération RDC, États-Unis d'Amérique ont également été évoquées lors de cet échange. Il y a une grande opportunité de promouvoir le changement et de faire des lois et des projets qui intéressent le peuple congolais pour avancer la prospérité. Et les États-Unis, nous sommes un bon ami de l'RDC et on voudrait faire de la bonne coopération, pas seulement avec le gouvernement, mais aussi avec le Sénat et les représentants du pays. La Commission électorale nationale indépendante a attiré dans un communiqué l'attention de la population congolaise sur l'existence des réseaux des producteurs de faux duplicata des cartes d'électeurs. Pour le rapporteur de la CENI, seules les antennes de la Commission sont habilitées à délivrer gratuitement un duplicata. Jean-Pierre Kalamba a répondu aux questions d'Arlette Boutella. On l'écoute. Des pistes de solutions à ceux qui doivent donner les frais de fonctionnement pour que la CENI puisse louer la base et renouer avec la légalité pour remettre les duplicata à ceux qui en perdent. Ça, c'est la première piste qui est principale. Deuxième, il faut que les Congolais aient l'habitude de se souvenir à quelle occasion il a dit utiliser sa carte pendant ce temps. Parce que si vous allez dans les agences de transfert d'argent, si vous allez dans des hôpitaux, à la police, dans des hôtels, vous trouverez que beaucoup de cartes ont été oubliées et les propriétaires, au lieu d'abord de réfléchir pour chercher à les récupérer, vont vers la facilité. Et quand ils n'en ont pas au niveau légal des antennes, ils vont dans des cybercriminalités où ça coûte même plus cher parce qu'il paraît que c'est devenu, ça se vend cher. Que ça soit maintenant ou dans les deux cycles précédents, les Congolais qui perdent leur carte ont droit à obtenir des duplicata. Mais il arrive que certains qui veulent la loi de facilité passent par le cybercafé. Depuis que l'on émet des cartes, on connaît toujours les cas de falsification, les cas de fraude. Souvenez-vous du cas qui est arrivé en 2016, en janvier, où les Burundais attrapés à Uvira avaient des fausses cartes émises dans un pays voisin. Il est aussi vrai que
ce phénomène est beaucoup plus accentué actuellement suite à ce que vous avez évoqué comme difficulté quand la CENI a alloué la bande passante qui permet aux antennes de pouvoir accéder à la base de données qui est au niveau de Kinshasa pour délivrer des communications. Ça, c'est une difficulté due au fait que le gouvernement n'a pas trouvé utile de doter la CENI de frais de fonctionnement qui lui permettent de faire ça. Et cela reste une infraction pour laquelle nous alertons et les Congolais et les services spécialisés pour y mettre fin. Parce que dans l'avenir, quand on va amorcer l'opération d'identification et d'enrôlement, on va recourir aux cartes et on tombera sur beaucoup de fausses cartes, ce qui est une infraction pouvant entraîner l'arrestation du détenteur de la fausse carte pour dénoncer qu'il y a délivré. Et je le disais, réformes électorales suivies de la mise en place à la Commission électorale nationale, la Congolité telle que la propose Noël Tchani pour la magistrature suprême, ainsi que la pénible réformulation des groupes parlementaires à la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux de l'ICE Sanga du G13 est l'invité de ce journal pour aborder ces sujets. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Alors, il y a déjà au niveau de la CENI les dépôts des candidatures tels que voulus par le chef des confessions religieuses. Vous avez sorti un communiqué. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec cet ordre chronologique. Je pense que nous sommes débarrassés des bureaux Mabunda ainsi que du gouvernement, entrepris de construire l'Union sacrée pour trouver des solutions à la crise qui s'est posée au pays et non pas reconstruire la catastrophe que nous avions connue par le passé. À savoir que la désignation de Malonda à l'époque avait été récusée justement parce que tout le monde avait exigé les réformes. Et je dirais bien la réforme d'abord de la CENI et assortie au préalable de l'examen du rapport de la CENI. C'est une exigence légale. Et donc, puisque nous nous sommes mis d'accord tous qu'il ne fallait pas mettre la CENI avant d'avoir fait la réforme, nous sommes tout à fait surpris de cette communication des confessions religieuses qui nous fait tomber dans une impasse. Je rappelle, en fait, c'est depuis le 11 juillet 2020, pour être exact, que vous avez commencé avec tout ce processus d'un consensus autour des réformes électorales. Apparemment, vous n'avez pas pu réunir tout le monde autour de la table. C'est un échec, on dirait. Non, c'est une réussite, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'Union sacrée aujourd'hui. Nous en avons été les précurseurs. C'était l'Union sacrée avant la lettre que de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs politiques provenant de tous les camps, transcendant les clivages, pour pouvoir trouver une solution à la crise et au blocage qui s'est posé au pays. Et en ce moment-là, nous étions effectivement sur la question de la désignation du président de la CENI. Et sur cette question, la solution qui a été formulée, qui rencontrait l'assentiment, y compris des confessions religieuses, c'était de dire nous procédons d'abord aux réformes et ensuite nous désignons le président de la CENI. Parce que dans le chaos que nous avons constaté électoral en 2019, il y a eu des faits qui sont imputables à l'action des individus, mais il y a des faits dont la responsabilité découle de la manière dont la CENI elle-même est organisée. Et donc nous voulons aujourd'hui une CENI beaucoup plus indépendante qui soit là pour certifier les résultats avec une loi qui ne soit pas faite à la mesure, taillée sur mesure pour un candidat qui serait pour le coup désigné avant de faire la loi, mais une CENI qui serait véritablement au service d'un processus électoral indépendant, libre et surtout crédible. Avant de parler d'autres sujets, pourquoi dans votre communiqué, vous ne pointez pas directement du doigt les confessions religieuses? Je l'ai avec moi, je l'ai lu. Vous semblez faire allusion à eux directement, alors que c'est eux qui ont annoncé les dépôts des candidatures. Non, dans le communiqué, il est dit clairement, y compris avec les confessions religieuses. Mais je vous fais rappeler qu'il n'y a pas que les confessions religieuses. La confusion est venue d'abord du discours d'ouverture de la session ordinaire par le président de l'Assemblée nationale, qui a semblé donner l'impression qu'effectivement on allait appuyer la pédale sur l'accélération des réformes, mais qu'en même temps on allait recevoir les candidatures, ce qui paraissait tout à fait contradictoire. Et donc nous voulons une démarche qui soit à la fois claire, cohérente et crédible, et donc faire l'état des lieux avec le rapport de la CENI, et d'autre part examiner la loi, le Tundula, sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, qui est sur la table. Il suffit de l'aligner. Et nous avons dit dans notre communiqué qu'en ayant un mois,
on peut examiner la loi, l'adopter et mettre en place la CENI. Et ce que nous demandons n'est pas si sorcier que ça. Je vous rappelle qu'en 2011, c'est ce que nous avons fait. Et qu'en 2018 également, avant de mettre en place le bureau de la CENI, il a fallu modifier la loi pour pouvoir tenir compte des imperfections précédentes. Pourquoi on va changer les règles du jeu? Alors, autre sujet d'actualité également, la proposition de l'économiste Noël Tiani relative à la congolité. N'est-ce pas une menace à l'unité nationale? Je pense qu'il y a des débats qui sont en réalité des non-débats. Il faut faire preuve à la fois de l'inconscience, de l'ignorance triplée d'irresponsabilité pour que dans ce pays qui est déchiré par des guerres, où nous avons des problèmes de cohésion nationale, parce qu'aujourd'hui l'autorité de l'État s'est effritée et on voit un affaissement moral et intellectuel des élites pour mettre en place pareille proposition. La question de la nationalité, pour ceux qui connaissent ce pays, son histoire et qui ont un sens des responsabilités, savent que depuis Lusaka, où nous avons négocié l'accord de Lusaka pour mettre fin au conflit que connaissait le pays, à Sun City, la nationalité est devenue un droit et non plus un objet de conquête. Aujourd'hui d'ailleurs, l'Envol, mon parti, nous avons fait part d'une pétition qui a été signée à l'échelle du pays pour rendre la nationalité d'origine, congolaise d'origine, irrévocable, pour en faire plus qu'un droit, une liberté. On ne peut pas comprendre que dans ce pays, il y ait encore des gens pour faire pareille proposition dont on connaît que les effets vont être de diviser la nation, d'amener les conflits, d'amener la guerre. Mais hélas, l'irresponsabilité est la chose parfois la mieux partagée dans notre pays. Vous savez, en 1997, lorsque la guerre avait déjà démarré, il y avait des gens qui parlaient de ce type de questions à Kinshasa et le pays était déchiré. Et je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, alors que le pays est menacé, la sécurité de nos concitoyens à l'Est, dans la ville de Kananga, l'insécurité tous les jours, et qu'aujourd'hui, la question que l'on trouve à mettre sur la table, c'est celle-là. Quel rapprochement faites-vous entre la question de la nationalité et la question de l'insécurité de lycée Sangla? Parce que il ne faut pas se cacher. Ceux que vous voulez exclure de la nationalité feront tout pour conquérir ce droit. Nous en avons fait un droit, pour que ça ne soit plus un droit à conquérir, mais un droit à revendiquer. Nous voulons en faire une liberté, parce que nous sommes favorables à une double nationalité pour les Congolais d'origine et rendre la nationalité d'origine irrévocable. Vous voyez, nous sommes dans le sens du progrès. Et ceux qui vont dans ce sens-là veulent une régression et qui est inacceptable, un débat qui est un non-débat. Alors on va terminer avec cette question très brièvement des lycées Sangla à l'Assemblée nationale. Pas de plénière, les plénières n'ont pas encore débuté. Le pré-calendrier de la session de mars a été adopté hier mercredi à la conférence des présidents. Est-ce que cela signifie que la solution est trouvée dans la reformulation des groupes parlementaires? Écoutez, il y a une question qui s'est toujours posée depuis 2006. Lorsque un groupe parlementaire s'est effrité, quelle est la solution que l'Assemblée formule pour cela? À la faveur des dernières évolutions, il a semblé donc que la solution définitive, c'est la tendance majoritaire à l'intérieur du groupe. Lorsqu'un groupe s'est effrité parce que certains ont pris des options politiques différentes des positions initiales, la tendance majoritaire conserve la direction du groupe. Et il est écrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale que lorsqu'un député a cessé d'appartenir à son groupe parlementaire, il devient non inscrit. Cela n'est pas nouveau. Oui. Et donc, quand l'Union sacrée a été mise en place et que les députés ont eu à se prononcer les uns les autres en fonction de leurs convictions, il était tout à fait normal qu'à l'ouverture de cette session, on puisse faire le décompte pour identifier qui est qui, parce que cela va compter, notamment dans la gouvernance des commissions et d'autres mécanismes d'organisation interne. Mais jusque-là, vous êtes encore parti avec l'ancienne configuration. Merci de lycée Sangla. Je rappelle, vous êtes député national élu de Louisa au Kasaï central et membre du G13. Président de l'Envol également. Président de l'Envol également pour couronner le tout. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kingé a reçu en audience ce jeudi tour à tour les ambassadeurs du Royaume de Maroc et du Japon. Tous les deux diplomates sont venus apporter leur soutien au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. On les écoute. D'abord, c'est un honneur et un plaisir d'être reçu en audience par son Excellence le Premier ministre.
C'était une occasion pour le féliciter pour sa nouvelle responsabilité et surtout pour lui remettre le message de félicitations de son frère, le chef du gouvernement du Maroc. C'était aussi une occasion de passer en revue, puisque c'était le premier contact, les moyens d'aller de l'avant et de renforcer nos relations bilatérales. Bien évidemment, le Maroc a toujours été aux côtés de la RDC et c'est une manifestation de soutien claire et nette. J'ai rendu une visite de courtoisie auprès du Premier ministre pour la première fois. Et je suis très contente puisque nous avons parlé très franchement la coopération qui existe entre le Congo et le Japon. Et surtout, on va travailler ensemble. Et je demandais au Premier ministre de tenir bonne amitié avec le Japon et j'ai apporté notre C de voir le Premier ministre réussir à former un nouveau gouvernement le plus tôt possible. Bien sûr, le Japon restera aux côtés du Congo, aux côtés de la République démocratique du Congo et je soutiendrai les efforts qui ont été faits par le président de la République ainsi que le Premier ministre nouvellement nommé. Et c'est un fait déplorable, décès d'une femme à Lemba après l'engloutissement d'une partie de sa maison à Kianza dans la commune de Lemba. Le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a fait le déplacement à l'issue d'une inspection ordonnée aux autres habitants de quitter ce site qui se situe non loin de la rivière Kalamo. Les propriétaires de maisons construites sur le collecteur d'eau au quartier Kianza entre les communes de Lemba et de Ngaba sont obligés de quitter ce site érosif, question de se protéger des conséquences qui découlent du non-respect des normes urbanistiques. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila, qui l'a annoncé après son inspection des dégâts causés par la pluie qui s'est abattue à travers la ville de Kinshasa le mercredi 24 mars dernier. Bilan de ces dégâts, une femme a perdu la vie après qu'une partie de sa résidence s'est engloutie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement ici à Lemba? Nous sommes dans la commune de Lemba. C'est que la maison dans laquelle vivait la maman qui a connu la mort était construite sur un collecteur d'eau. Alors, comme le collecteur était déjà assez défectueux, donc ça aspirait la maman ainsi que ses 4 enfants comme une boursouflure, une vraie boursouflure qui les a donc précipités vers le bas. Et heureusement, grâce à la famille, aux gens de bonne volonté, grâce aux voisins, au bon voisinage, on peut ainsi dire, qu'on a pu sauver les 4 enfants. Nous sommes en train de mettre en place une commission et cette commission sera mise sur pied d'ici au plus tard demain. On va travailler d'arrache-pied pour d'abord identifier les sites inondables, des sites non édificantes dans lesquels les gens ont construit. Et puis je pense qu'il est temps pour prendre des décisions assez courageuses pour en découdre avec cette difficulté. Pour limiter ces incidents, la population quinoise est appelée au respect des lois établies par le pays en matière de construction et les autorités congolaises, de leur côté, doivent veiller à ce que ces lois soient appliquées. Et au nord Kivu, plus de 10 personnes ont été tuées et 2 véhicules incendiés sur la route Beni-Kassindi par les présumés ADF. Réagissant à ces cas récurrents de massacres de civils, les députés provinciaux élus de la ville de Butembo disent que la population du Grand Nord donne un délai d'1 mois au gouvernement pour mettre fin au phénomène ADF dans la région Beni. Dans le cas contraire, aucune taxe ni impôt ne sera payée. Les propos de Promesse Matofali ont été recueillis par Pacheco Kamfundama. La population donne un moratoire de 1 mois au gouvernement pour mettre fin à l'insécurité et au massacre à Beni, mais aussi aux coupeurs de routes. Parce que ce qui est clair, il y a un complot contre la partie nord de la province Nord Kivu. On est en train de massacrer la population, jour et nuit, mais aussi on est en train de tuer l'économie de cette partie de la province. On est en train de massacrer jour et nuit la population de cette partie. Alors ce complot-là ne fait que exagérer
et la population ne sait plus quoi faire. Voilà pourquoi la population a décidé de nous faire porter les messages, attaquer leur porte-parole, que le gouvernement a 1 mois pour mettre fin à ce qui se passe dans la partie nord de la province Nord Kivu. Si ça n'arrive pas, après les 1 mois, la population de la partie nord de la province Nord Kivu se donne le droit de ne plus payer aucune taxe, impôt ou redevance de la province, mais aussi du gouvernement central, mais aussi au niveau local. Puisque c'est anormal que la population puisse continuer à payer les taxes, les impôts, alors que cette même population est dans l'impossibilité d'atteindre leurs champs. Et l'insécurité est également parmi les causes de la pauvreté et du sous-développement de l'espace Grand Kasaï. Comment sortir le centre du Congo de cette impasse? Voilà qui a justifié les échanges des sénateurs élus du Grand Kasaï. Tous se sont dit préoccupés par la situation au sein de leur région. Après avoir honoré leurs collègues parlementaires, les feux Henri Thomas Lokondo, député national élu de Bandaka, les élus du Grand Kasaï se sont retrouvés pour un dîner échange en famille autour des questions d'actualité de leurs provinces respectives. Il s'agit notamment de la sécurité et du développement. Nous avons essayé de parler de quelques questions d'insécurité dans notre espace du Grand Kasaï. Nous avons pensé rencontrer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour le mettre devant ses responsabilités quant à cette problématique d'insécurité. Quant aux questions de développement, nous profitons de votre caméra pour dire merci à son Excellence Monsieur le Président de la République pour le lancement de ce projet Tchilé Gelou et surtout de l'avoir baptisé dans un nom sacré Tchilé Gelou lié à la réhabilitation de la voirie de l'espace du Grand Kasaï et de la ville de Kinshasa. Et nous avons chuté sur la problématique du bureau du Sénat. Quant aux sénateurs du Grand Kasaï, les rencontres seront organisées régulièrement pour poursuivre leur mission qui est celle de plaider la cause de leur base. Adhésion à l'union sacrée de la nation, c'est le sujet au cœur de l'entretien entre le haut représentant du chef de l'État, le patriarche Kitenge Yezu, et le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba ce jeudi à Kinshasa. Au sortir de l'audience, Jean-Louis Kameni a fait savoir que 14 députés provinciaux ont déjà adhéré à la vision du chef de l'État. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba est venu faire part au haut représentant du chef de l'État du travail abattu par son institution au sujet de l'adhésion des députés provinciaux à l'Union sacrée de la nation. Ici, nous sommes venus rendre compte du travail qu'on nous avait donné concernant l'adhésion des honorables députés du Lualaba à l'Union sacrée. Alors, nous sommes venus montrer le degré d'adhésion des députés provinciaux du Lualaba. On n'a pas contacté tout le monde parce qu'il y en a qui étaient absents. Mais jusque-là, sur 20 députés actifs, 14 se sont adhérés. Et la démarche continue. Contrairement aux informations relayées par le rapporteur Chimboj, les élus du Lualaba ont adhéré librement, sans aucune pression, à la vision du président de la République, selon le président de la commission PAJ, Jean-Marie Kasséa. Vous savez, l'équipe où la mission était confiée au président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, à la personne de l'honorable Kamweni. Mais nous regrettons, notre collègue vient, il dit qu'il y avait des pressions, il y avait des ci, des ceci. Non, chacun était libre pour adhérer. Et aujourd'hui, lui-même, il a fait adhérer. Il revient ici à Kinshasa pour dire, il vient encore adhérer pour la deuxième fois. Donc nous disons que ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir deux chefs à l'Assemblée. Et il est en train d'induire certains députés en erreur en disant on lui a remis des fiches d'adhésion que lui doit encore organiser une autre adhésion. Ça ne peut pas exister. Je crois que les gens ont adhéré à la vision du chef de l'État. Nous ne devons pas accepter que vous puissiez dédoubler à l'Assemblée provinciale l'union sacrée. Très attentif, le haut représentant du chef de l'État, Kitenge Yezu,
a promis de s'impliquer pour amener les uns et les autres au bon sens. Et au front patriotique de Steve Mbikai, on compte désormais les corps scientifiques des différentes universités et instituts supérieurs de Kinshasa derrière la vision du chef de l'État. Ils ont formé leur adhésion à la vision devant son initiateur Steve Mbikai après une séance pédagogique de mise à niveau. C'est à travers les médias qu'ils ont appris cette initiative et en ont tout de suite saisi le bien fondé. Eux, ce sont les corps scientifiques des différentes universités et instituts supérieurs de Kinshasa. Ils ont eu une séance pédagogique avec son initiateur Steve Mbikai sur l'idéologie et les objectifs du Front patriotique 2023. Tous ont adhéré à la vision et ont promis de soutenir les actions du chef de l'État dans un communiqué final qu'ils ont aussitôt rendu public. Ce jeudi 25 mars 2023, les représentants des corps scientifiques des universités et instituts supérieurs de Kinshasa et autres cadres universitaires ont eu une séance de travail au cours de laquelle son Excellence Steve Mbikai, initiateur du Front patriotique 2023, a exposé sur l'idéologie du FP 2023, dont la toile de fond est le patriotisme, la défense de la souveraineté nationale et la lutte pour l'indépendance économique du peuple congolais. En sus de ces idéaux, le Front patriotique lutte pour la candidature commune de son Excellence Félix Antoine Tshilombo à l'élection présidentielle de 2023. Les cadres présents ont adhéré aux idéaux du Front patriotique 2023 et ont décidé de l'accompagner pour atteindre ses objectifs jusqu'à la victoire finale. Ils invitent donc toutes les élites congolaises de les rejoindre. Des commissions de réflexion ont été mises sur pied en vue de réfléchir sur la manière dont le Front patriotique va accompagner le chef de l'État pour la réussite de son action en faveur du peuple avant les échéances électorales de 2023. Avec cette adhésion, le Front patriotique glane désormais toutes les couches de la population derrière une seule vision, la candidature commune de Félix Tshisekedi en 2023. Et le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Kango, continue à communier avec les jeunes de la capitale de différents quartiers. Cette fois-ci, il est descendu au camp Luka pour s'enquérir de la situation des habitants de ce coin et promet son accompagnement et celui du chef de l'État dans l'amélioration de leur vie sociale. Loin des visées électoralistes propagandistes, Patrick Katengo a choisi le camp Luka pour une descente afin de s'enquérir des difficultés auxquelles est confrontée cette population. Sur place, ému de l'engouement et l'accueil chaleureux lui réservé, Patrick Katengo n'a pas hésité à poser les actes de générosité. Il a d'abord émis symboliquement les dons de lits à cet hôpital pour le bien-être des malades vivant dans cet établissement hospitalier. Yango na lobby pour la maternité, il fallait qu'il y ait na geste ya muke pour na équiper hôpital Nabino, hôpital Nabiso. Mais dans l'entretemps, toko lancé réhabilitation ya hôpital Oyo. Il ne s'est pas arrêté là. L'eau étant une denrée rare dans cette partie de la capitale, le président du Forum national de la jeunesse a initié et inauguré ces forages d'eau. Ainsi, plusieurs âmes désormais peuvent accéder à l'eau potable. Ce geste traduit le souci du président du Forum national de la jeunesse d'améliorer le bien-être de cette population en finançant sur fonds propres le forage de ces bornes pouvant servir plus de 1000 ménages par jour. Et au terme de la deuxième phase de ces essais cliniques sur Arti-Covid dans la province du Congo central, le docteur Jérôme Mouniangui a été reçu en audience par le président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Vemba pour lui parler de l'avancement de ses études sur terrain et solliciter l'attention des autorités provinciales. Jérôme Mouniangui, qui mène des études thérapeutiques dans la province du Congo central sur Arti-Covid, était allé rencontrer le président de l'Assemblée provinciale pour lui présenter ses civilités, mais également les résultats de ses recherches sur terrain
avant d'entamer la troisième phase. C'est depuis que nous sommes arrivés dans la province et nous travaillons dans un cadre de essai clinique. Nous ne sommes pas encore passés ici pour présenter nos civilités. Donc on est venu présenter nos résultats et faire aussi un plaidoyer auprès du président de l'Assemblée provinciale pour que les recherches congolaises ou les solutions congolaises soient valorisées dans la lutte contre cette pandémie de Covid-19. Devant le ministre provincial de la Santé, Jérôme Mungenga a sollicité l'implication des autorités provinciales pour valoriser ces recherches. Les chercheurs, c'est quelqu'un qui n'est pas valorisé dans notre pays. Le fait déjà qu'il nous reçoit et qu'il nous encourage à continuer pour notre indépendance, notre souveraineté sanitaire, je crois que je suis flatté à voir un peu la qualité des hommes politiques actuels dans notre pays qui peuvent d'abord penser au Congo et aux Congolais. Les essais cliniques du docteur Jérôme Mungengi sur le produit Articovid est surveillé de près par le Comité national d'éthique de la santé. Et dans l'actualité sportive éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la RDC ne sera pas au Cameroun pour prendre part à la phase finale de la grande messe du football continental. Les Léopards ont été éliminés ce jeudi après avoir été battus par les Panthères du Gabon à Franceville sur le score de 3-0 en match comptant pour la 5e journée. Et en culture, pour terminer, une année déjà depuis le décès inopiné de Manu Dibango, célèbre saxophoniste camerounais. L'artiste a été l'une des premières célébrités victimes de la Covid-19 en mars 2020, alors qu'un film et un disque viennent d'être réalisés en son honneur. L'hommage souhaité par ses compères tarde encore à être organisé. Bob Ambongo. Une année après, le souvenir est encore intact auprès des mélomanes et particulièrement ses proches qui envisageaient lui rendre un hommage à la grandeur de son art. Dans la famille Manu, c'est encore le deuil. Entre scène et père, son fils Michel Dibango rumine le souvenir d'un artiste de talent, mais aussi d'un parent bienveillant. Le plus grand souvenir que je garde, c'est son dernier concert symphonique au Grand Rex quelques mois avant sa mort. C'était quelque chose dont il avait rêvé, de jouer avec un orchestre symphonique à Paris, et il a pu le réaliser avant de mourir. Toute l'attention qu'il portait à ses petits-enfants, notamment son junior, c'est-à-dire mon fils qui porte son nom, l'attention qu'il lui portait et tous les conseils musicaux qu'il pouvait lui prodiguer tous les jours. Pour Alain Foka, Manu Dibango demeurera l'âme de la pensée africaine dont le vide est jusque-là émotif. L'Afrique a perdu l'un de ses plus grands enfants, l'une de ses plus grandes voix, l'un de ses plus grands génies. Manu, c'était tout en même temps. C'était le talent, c'était la pensée, parce que quand vous passiez du temps avec Manu, vous appreniez toujours beaucoup de choses. Et c'était pas le modèle d'artiste que l'on voit généralement, qui se contente de chanter et qui n'a pas besoin de réfléchir. Il était particulièrement doué, particulièrement cultivé. Nous qui vivons à Paris, on sent le vide, un vide énorme. Je suppose que tous ces fans aussi sentent ce vide-là. Dans ma carrière, Manu a été très présent. Un an déjà qu'il a disparu, un an où, je me répète un peu là-dessus, nous attendons toujours le moment de faire le deuil. Selon Claire Dibois, sa manageuse, il aurait fallu pour l'an 1 de la disparition de Manu un hommage populaire et international digne de son aura et de son œuvre. Cette volonté manifeste marque le pas en raison de la Covid-19 qui met en veilleuse les activités culturelles. Point fort de l'art face à ce ralentissement dû à la pandémie, c'est ce documentaire de plus d'une heure diffusé mercredi sur le site 25e rue en avant-première du film Tonton Manu qui reprend les voyages et quelques-unes de ses productions. Pour ce 24 mars 2021, les médias locaux et internationaux ont toutefois ressuscité l'âme du Soul Makossam, hymne de Manu qui retentira encore et toujours dans le monde. Oui. C'est notre chef de l'État qui a dit il faut les saluer de ma part. Qu'est-ce que vous lui dites là? Qu'est-ce que je peux dire que je suis honoré parce que j'ai jamais eu l'honneur de le connaître physiquement. Comme tout le monde le connaît, quoi. Les autres disent oui parce que j'étais encore... Voilà, j'ai connu les Lumumba et tout ça à Bruxelles, à la table ronde. Tous ces gens-là de la table ronde, j'ai connu. Puis après, Il écoute beaucoup Manu et Relema. Si on a un amateur de musique comme ça, on peut que être honoré, non?
Merci beaucoup. On est donc honorés. Sur RFI, Couleur Tropicale avait dressé dans la soirée une tribune de témoignages. Aussi, nombre d'artistes dans le monde, à l'instar de Yannick Noah et Angélique Kidjo, ont-ils salué la mémoire de Manu Dibango, un des grands baobabs de l'Afrique qui reposera à jamais dans l'immortalité. Allez, le rappel des titres à présent. La Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, a condamné à 20 ans de travaux forcés Michel Njamba, inspecteur général de l'enseignement et des longues campagnes, directeur de service de contrôle de la paie des enseignants dans l'affaire EPST. Ils ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics. Et la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a adopté dans l'ancienne configuration des groupes parlementaires l'avant-projet du calendrier de la session de mars. Le calendrier adopté sera soumis à l'adoption de la plénière. Réformes électorales, critiques sur la congolité proposée par Noël Tchani, réformulation des groupes parlementaires, pré-calendrier de la session parlementaire de mars. On en a parlé dans ce journal avec Deli Sessanga, député national élu de Luiza, qui n'a pas cautionné la position des chefs des confessions religieuses sur le dépôt des candidatures au poste du président de la CENI. Et en culture, une année déjà depuis le décès de Manu Dibango, le célèbre saxophoniste camerounais. Il a été la première célébrité mondiale victime du Covid-19. Un an après sa mort, sa famille n'a pas encore eu l'occasion de lui rendre publiquement les hommages. Fin de ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité, c'est aussi sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Nous venons d'être aussi reçus par les hauts représentants du chef de l'État, la personne du patriarche Kitenge-Yezu. Nous sommes venus pour éclairer sa lanterne, parce que dernièrement, il a reçu nos collègues, nos 4 collègues qui sont venus, et il fallait maintenant venir dire la vérité, rien que la vérité, parce que nous sommes des députés. Donc notre collègue a dit, ils ont la majorité, mais nous avons dit avec le président que ce n'est pas normal, avec l'ensemble des députés, pour que nous puissions venir corriger ces erreurs-là. Donc aujourd'hui, je confirme, nous venons même de confirmer devant les patriarches, que l'Assemblée provinciale est composée de 20 députés. Et aujourd'hui, ceux-là qui ont adhéré à l'Union sacrée, nous sommes au nombre de 14. Vous savez, l'équipe où la mission était confiée au président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, à la personne de l'honorable Kamoini. Mais nous regrettons, notre collègue vient, il dit qu'il y avait des pressions, il y avait des ceci, non. Chacun était libre pour adhérer. Et aujourd'hui, lui-même, il a fait adhérer. Il revient ici à Kinshasa pour dire qu'il vient encore adhérer pour la deuxième fois. Donc nous disons que ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir 2 chefs à l'Assemblée. Et il est en train d'induire certains députés en erreur en disant on lui a remis des fiches d'adhésion que lui doit encore organiser une autre adhésion. Ça ne peut pas exister. Je crois que les gens ont adhéré à la vision du chef de l'État. Nous ne devons pas accepter que vous puissiez dédoubler à l'Assemblée provinciale l'Union sacrée. Nous ne voulons pas ça. Les démons de division, nous ne voulons pas à l'Assemblée provinciale. C'est comme ça que le patriarche a décidé qu'il va quand même appeler les uns et les autres pour que les gens reviennent au bon sens. Au bon sens, c'est laisser la responsabilité au président de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Nous voulons, comme on a dit, il y a une vision pour améliorer le social de la population. Voilà, nous sommes d'accord pour améliorer la vie de nos compatriotes. Voilà les soucis qui nous ont amenés. Donc aujourd'hui, nous sommes 14 députés. Il reste que 6
Je ne sais pas comment ils seront majoritaires. Il manque seulement 6. Or, les 6 là, nous allons discuter avec des amis pour que les 6 puissent revenir auprès du président. Chers députés provinciaux, on ne peut pas vous amener encore une fois une fiche d'adhésion. Vous allez vous adhérer combien de fois? Je crois qu'aujourd'hui c'est clair, nous sommes convenus avec le patriarche Kitengeyezu, c'est-à-dire c'est le président qui gère ces dossiers d'adhésion au niveau de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Une autre personne, ça ne peut pas passer au niveau de l'Assemblée provinciale de Lualaba.